Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. 2024, année sportive à 22 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques dans la capitale. Eh bien, nous avons décidé de revenir sur l'histoire de la plus grande manifestation sportive et bien sûr ses enjeux. Ce sera avec notre invité dans la première partie de cette émission. Les enfants esclaves, une réalité dans le monde est mise en page dans Kamalari, un roman graphique absolument sublime. On en parle avec son illustratrice en seconde partie d'émission. Dans sa chronique vue sur les réseaux, Emma Ferré reviendra sur l'engouement pour la candidate des Verts, Marine Tondelier. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Emma. Bonjour Emma. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On démarre ce journal avec une tribune, celle d'un millier d'historiens qui appellent à voter contre le Rassemblement national. La France ne doit pas tourner le dos à son histoire, c'est le cri des chercheurs, historiens et professeurs. Ils rappellent les origines du Rassemblement national, les descendants nostalgiques de Vichy et de l'Algérie française. L'historien Nicolas Offenstadt était sur France Inter ce matin, l'invité de Sonia De Villard. Jean-Marie Le Pen lui-même ne cessait de jouer avec la dénomination de son parti. Il refusait déjà le qualificatif d'extrême droite. Donc il ne faut pas se laisser prendre au langage de cette extrême droite, qui joue toujours. Il s'est appelé droite populiste, il a dit on n'est ni droite ni gauche. Donc c'est en permanence une stratégie de cette extrême droite de jouer avec les mots pour s'adapter à la conjoncture. Et le rôle des historiens, c'est aussi d'appeler les choses par leur nom. L'historien qui s'alarme pour son métier, mais aussi pour la vision et le concept historique du Rassemblement national. Vous savez, dans le fond, ce que fait l'extrême droite de l'histoire, c'est en faire un instrument d'édification, un instrument d'adhésion. Alors, c'est l'idée qu'il faut adhérer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une identité fermée, une civilisation toute faite. Et dans le fond, l'histoire n'est pas le lieu de l'apprentissage, le lieu de la connaissance, le lieu de l'esprit critique, de la réflexion, le lieu pour faire un tout. C'est un lieu finalement d'exclusion. Vous adhérez ou vous n'adhérez pas à une histoire qui est fermée. La tribune des historiens est à retrouver dans le journal Le Monde. J-3 avant le résultat de ces élections législatives et toujours le fameux pari des abstentionnistes. Ils sont 16 millions à avoir boudé les urnes dimanche dernier. Un pari loin d'être gagné, surtout pour ceux en âge de voter tout juste. Et ils sont encore nombreux chez les jeunes à ne pas s'y retrouver. On écoute Margot, 20 ans, elle était au micro de Claire Flochel, toujours sur France Inter. Les deux côtés sont un peu extrêmes et les deux me font peur en fait. C'est vrai qu'on a vachement parlé entre amis, entre familles, etc. Ils ont des avis bien écartés chacun. Chacun veut posséder la France à sa façon et c'est vrai que pour l'instant, moi, ça me fait un peu peur, j'avoue. Ils sont 43% des 18-24 ans à s'être abstenus, soit 10 points de plus que la moyenne nationale. Et la part des jeunes qui se sont rendus dans les bureaux de vote a montré des résultats très polarisés. 48% pour le nouveau Front populaire et 33% pour le Rassemblement national. En fait, c'est plutôt chez leurs grands-parents que la majorité trouve donc ses voix, avec près de 70% des voix pour le groupe Ensemble. Et hier soir avait lieu l'émission face à BFM où 3 candidats des principaux partis étaient interrogés. Et ce soir, ce sera le grand débat d'entre-deux tours et ce sera sur France 2. Et le rendez-vous est à 20h40. L'événement, le débat où Raphaël Glucksmann, David Lisnard, Jordan Bardella et Gabriel Attal répondront aux questions des journalistes et des téléspectateurs. Un débat qui fait polémique en raison de l'absence de femmes sur le plateau. Ce n'est pas la première fois. Marine Tondelier a par ailleurs réagi sur les réseaux sociaux en dénonçant la mise en scène exclusivement masculine de ces débats législatifs et le changement d'affiche opéré par France Télévisions. Alors le dernier débat de cet épisode électoral, c'est tout de suite sur France 2. Marine Tondelier et les réseaux sociaux, eh bien vous y reviendrez tout à l'heure évidemment Emma. Nous vous en parlions cette semaine, les résultats des concours du CAPES inquiètent notamment du côté des syndicats. Et ce sont près de 300 postes perdus en 3 ans, dénonce le SNEF FSU, le principal syndicat des collèges et lycées, par la voix de sa représentante Sophie Vénétité. Alors parmi les postes perdus, près d'un millier concernent les mathématiques. Sophie Vénétité précise que c'est parce que ce poste n'est pas attractif et que les enseignants, pour des conditions salariales, préfèrent le privé. Face aux difficultés de recrutement, le gouvernement est censé plancher sur des textes via la réforme de la formation, mais les textes supposés effectifs dans 2 mois ne sont toujours pas publiés. Une mise en place chaotique, dénonce le syndicat. Merci Emma. Les Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront dans la capitale à la fin du mois. Une cérémonie d'ouverture grandiose est prévue le 26 juillet et le regard forcément des nations, du monde entier en tout cas on l'espère, sera sur la France. Mais quelle importance de ces JO? Quels seront les enjeux? Comment faire nation grâce au sport? On en parle tout de suite avec notre invité.
Historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Georges Vigarello, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Les JO, dans le contexte actuel, forcément, on en parle. Législatives, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, la situation en Iran, en Arménie. Comment aborder ces JO, j'allais dire, sereinement? Je ne sais même pas si c'est le terme, mais de se dire que voilà, on peut se réjouir que les JO arrivent. Mille raisons de ne pas les aboutir sereinement, dans la mesure où on voit très bien à quel point, aussi bien la situation internationale que la situation nationale sont devenues compliquées. Reste qu'effectivement, la flamme l'a montré, une ferveur existe à l'égard de ces Jeux. Peut-être sont-ils vécus, je ne sais pas, il faudra voir, mais peut-être sont-ils vécus comme une sorte de parenthèse. En tout cas, c'est vrai que l'on pourrait jouer sur les rimes en disant à la fois il y a une parenthèse et il y a une fournaise. Oui, parenthèse et fournaise, pas mal bien trouvé, effectivement. Alors, dans le JDD, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette info a été démentie cependant hier soir, mais on a pu lire que le CIO, donc le Comité international olympique, s'interrogeait en off de la tenue de ces JO, compte tenu du contexte actuel et surtout de la déclaration d'Emmanuel Macron qui parle de guerre civile dans les deux cas, compte tenu des extrêmes qui arriveraient au pouvoir. Écoutez, je n'ai pas été informé de cette déclaration du CIO. Je crois, quoi qu'il en soit, que les Jeux, dans une certaine mesure, me semble-t-il, peuvent rester indépendants de ce type de situation. Et je ne vois pas comment les Jeux, vu la façon dont ils ont été préparés depuis longtemps, comment ces Jeux pourraient ne pas être tenus. Ça, je ne le vois pas. Est-ce qu'on a connu autant de moments de tension dans l'histoire des Jeux Olympiques? Évidemment, on pense forcément à la Seconde Guerre mondiale, même à la première. Il y a les JO de Berlin en 1916, il me semble. Bien sûr. Bien sûr. Non, il y a évidemment des périodes très précises où les Jeux ne sont pas tenus alors qu'ils étaient prévus, mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu des situations de tension multiples qui ont traversé un nombre important de Jeux. Je pense en particulier à des boycotts, je pense à la façon dont les Américains n'ont pas voulu venir en Russie, dont les Russes n'ont pas voulu venir ensuite en 84, donc les perturbations sont extrêmement présentes dans l'histoire des JO, bien entendu. Oui, bien évidemment, des grandes dates que l'on retient, Londres en 1944 aussi. Le contexte du Covid, on l'a un peu oublié, mais quand même, je crois que les JO ont été reportés, les JO de Tokyo. Vous avez raison, on voit bien à quel point des perturbations de type différent, aussi bien celles des conflits que celles de la situation sanitaire, on voit combien à quel point des perturbations différentes peuvent atteindre les JO. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas de situation qui interdirait la tenue des JO à Paris. Eh bien, écoutez, tant mieux. Alors, si on parle bien des Jeux Olympiques, parlons, s'il vous plaît, de linguistique, si je puis dire, en tout cas, et revenons dans l'histoire, puisque je vous ai, en tant qu'historien, j'en profite, pour parler justement du sens strict du terme de jeu. On parlait de jeu à l'époque et non pas de sport. Pourquoi ? Notamment en Olympie. Tout le monde le sait, c'est un mot qui a été inventé tardivement, quasiment au 19e siècle. Alors pourquoi? Moi, je crois que ce qui est passionnant dans les différences historiques, c'est de constater par exemple que les Jeux antiques, tout en étant, selon le mot, des Jeux olympiques, mais il n'y a pas d'ailleurs que les Jeux d'Olympie, il y en a bien d'autres, à Delphes et dans d'autres lieux, ces Jeux sont quand même très différents de ce que nous connaissons. Et ils sont différents pour plusieurs raisons. D'abord parce que, très explicitement, ce ne sont pas des Jeux démocratiques. Si on pense aux Jeux olympiques grecs, les esclaves sont interdits de jeu, les femmes sont interdites, le public n'est pas du tout le même. Autre différence à laquelle on ne songe pas alors qu'elle est importante, les Jeux anciens sont des Jeux religieux, il y a des sacrifices avant les Jeux, il y a un imaginaire selon lequel, par exemple, au fond, les concurrents entrent, je pense à Olympie, les concurrents entrent dans un tunnel et puis ils sortent à la lumière comme si les Jeux représentaient quelque chose qui était une sorte de résurrection, peut-être résistance à l'égard de la mort. Vous voyez, les différences sont quand même très importantes. Les Jeux d'aujourd'hui, ce sont des Jeux démocratiques, ce sont des Jeux qui sont centrés sur la performance, ce sont des Jeux qui sont laïques. Un mot sur la performance. Par exemple, en Grèce, la performance n'existe pas. Le temps grec, on l'oublie, c'est un temps cyclique, c'est pas un temps du progrès, c'est un temps
du retour, c'est un temps du maintien. Oui, ça fait énormément de différence entre les jeux anciens et les jeux d'aujourd'hui, alors que certains pensent au contraire que les jeux d'aujourd'hui ne sont que des prolongations, ce que je ne pense pas. Des prolongations, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on cherche toujours à aller plus loin, plus haut, plus vite, selon l'expression, c'est du hors limite? Je veux dire par là que les jeux d'aujourd'hui seraient tout simplement la résurrection des jeux grecs, ce que je ne pense pas. Ils sont extrêmement différents. Et en plus, quand on les regarde avec attention, ils permettent de comprendre nos sociétés, qui se veulent démocratiques, qui se veulent mettre les concurrents dans une même situation avant même la rencontre, et qui considère que la rencontre, dans son résultat, relève à la fois du talent, du travail et, disons, aussi de l'entraînement, vous voyez. Donc ça, c'est complètement nouveau et très important. Et ça renvoie à l'idéal de notre société, qui sont des idéaux fondés sur la démocratie, c'est-à-dire ceux qui l'emportent, ce sont ceux qui sont les plus compétents. Oui, alors fondés sur la démocratie, mais en même temps, il y a une sorte de... j'allais dire d'outrance à la performance, comme si c'était un devoir de toujours marquer plus haut. On n'est plus, on a ce sentiment souvent quand on est spectateur que l'idée c'est plus de faire plus que d'aller vers le sport lui-même. Est-ce vrai? Vous avez raison, c'est extrêmement important. Quelqu'un comme Pierre de Coubertin est un des premiers à dire finalement les jeux acceptent l'excès, ils acceptent l'abus. Et c'est très intéressant comme question d'accepter l'excès, c'est-à-dire de se confronter à ce qui jusque-là semblait impossible. C'est une sorte de défi qui renvoie, je pense, à de nouvelles manières dont les individus s'assument eux-mêmes, au fond en confiance en eux-mêmes, et ça renvoie aussi à cette idée sur laquelle nos sociétés sont confrontées à la nécessité de pouvoir aller toujours au-delà. Alors vous savez, l'exemple du sport est intéressant parce qu'il est symbolique, mais en même temps, quand nous pensons à nos économies, quand nous pensons à nos industries, nous pensons bien à des situations qui sont susceptibles d'être toujours améliorées. Donc les jeux, et ça c'est très intéressant, reflètent finalement les idéaux de nos sociétés. Oui, c'est sociologique en fait. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est le progrès qui a fait ça, qui a amené finalement les JO aussi à se déplacer, à aller avec cette notion de record systématique? Bien sûr, et je pense que le progrès, c'est très important de le dire, c'est une invention de nos sociétés modernes. C'est une invention qui naît avec la fin du XVIIIe siècle et pas avant. Autrement dit, cette idée sur laquelle on pouvait aller toujours plus loin et que c'est devant qu'il faut regarder, c'est une idée relativement moderne et récente. Mais alors, l'idée du record, justement, impliquerait qu'on n'est plus tant dans un combat entre pairs, P-A-I-R-S, mais davantage contre la science? Je ne comprends pas votre question. Contre l'action, je ne comprends pas. Alors, pardon, je vais m'exprimer autrement. Vous avez raison, c'est peut-être pas très français ce que je dis. Mais est-ce que c'est vraiment un combat, une sorte de performance qui se joue entre sportifs de même niveau, de même nature et qui luttent pour décrocher la médaille? Ou est-ce qu'on est davantage dans l'idée, encore une fois, de performance, à essayer d'être toujours au-delà si vous voulez, de la performance purement scientifique, c'est-à-dire de se dire, a priori, un être humain ne pourrait pas faire tant de secondes pour un 100 mètres, eh bien si, il va être capable de le faire. Bien sûr. C'est un défi, si vous voulez, c'est trois types de défis. C'est un défi entre soi et soi, c'est un défi entre les concurrents, et c'est un défi entre des limites qui sont portées de manière un tout petit peu, je dirais, subjective aux possibilités humaines. L'intérêt du sport, c'est que ces possibilités sont toujours montrées comme susceptibles d'être dépassées. Il y a cette phrase magnifique d'un littéraire au début du XXe qui dit « Nul ne sait jusqu'où l'homme peut sauter ». Et je pense que le sport est confronté à cela. Alors ça pose mille problèmes, parce que, bien entendu, est-ce que nous devons nous confronter à une avancée dont les limites sont toujours ouvertes, ou est-ce qu'au contraire, vu à la fois les questions écologiques, les questions économiques, vu les questions sociales, est-ce que nous ne devons pas réduire nos possibilités? C'est une question centrale. Mais le sport, pour l'instant, il est uniquement sur la dynamique d'un progrès indéfini. C'est absolument passionnant, effectivement. Parlons de la philosophie du sport et notamment celle qui a été rappelée par Pierre de Coubertin, qui, je crois, est fondée sur le corps, la volonté et l'esprit. Alors, oui, bien sûr. Je crois qu'il faut ajouter au moins deux autres choses qui sont très importantes parce qu'elles n'existaient pas nécessairement auparavant. La première, c'est le respect
de l'adversaire, ce qui me paraît très important. Et la deuxième, c'est l'honnêteté absolue face à la nécessité de la performance. Autrement dit, je m'exprime autrement, la performance doit renvoyer uniquement à nos possibilités et non pas à la façon de travestir ces possibilités en recourant au dopage, en recourant à l'astuce, en recourant aux tromperies, bref, en recourant à la ruse. Vous voyez, c'est très intéressant comme question. Et ça renvoie d'ailleurs à une idée coubertinienne qui portait au fond sur ce qu'on pourrait appeler la chevalerie sportive, c'est-à-dire à la fois le respect de l'autre et la mise en conditions parfaitement identiques à laquelle les uns et les autres sont soumis dans cette rencontre et dans cette compétition. C'est très important. D'où la condamnation évidemment du dopage, d'où la condamnation de techniques qui sont abusives, bien entendu. Très important cela. Donc l'olympisme a une vraie mission éthique, hein, si je vous suis bien. Est-ce qu'elle l'est aussi jusqu'à l'égalité des chances? C'est ça. L'olympisme se fonde, si vous voulez on peut discuter 1000 fois, mais l'olympisme se fonde sur ce que vous appelez l'égalité des chances et le respect absolu de la manière dont au fond, votre initiative se confronte à la performance et la façon dont vous respectez aussi l'adversaire. Très important comme question. Oui, quand je parlais d'égalité des chances, pardon, j'aurais dû être plus précise, mais je parlais entre riches et pauvres, familles favorisées et défavorisées, dans une mixité sociale qui permettrait à tous, avec des bourses, avec autres, de pouvoir justement pratiquer ces sports jusqu'à la compétition et jusqu'à l'olympisme. Vous avez tout à fait raison, mais cette référence-là, c'est pas seulement celle de l'olympisme, c'est celle du sport en général. Le sport correspond à une immense invention et à une immense tolérance à l'égard de la démocratie. Et c'est pour ça, vous voyez, que la différence entre les jeux anciens, antiques, ou même les jeux anciens du Moyen-Âge ou de l'époque classique, sont extrêmement différents, parce qu'ils ne respectent pas forcément la démocratie. Lorsque vous vivez à l'époque de Louis XIV, la rencontre entre un bourgeois et un prolétaire est impensable. Encore plus la rencontre entre un noble et un prolétaire. C'est totalement impensable, ça n'existe pas. Donc le sport intègre quelque chose qui consiste à rendre l'ensemble des compétiteurs au même niveau et l'ensemble susceptibles de participer exactement au même titre les uns des autres. Immense invention. Alors pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que ça renvoie totalement à nos sociétés. Vous savez, nos sociétés, elles ont inventé quoi? Elles ont inventé le concours. Et le concours, il n'apparaît qu'après la Révolution française, à partir de l'invention de la démocratie. Le concours n'existe pas. Avant, lorsque vous nommez par exemple un diplomate, vous le nommez au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, sur des relations, sur du népotisme, sur l'appartenance à l'aristocratie. Or, dans la façon dont vous nommez des diplomates au XIXe siècle, cela suppose un concours entre eux. Et c'est la compétence qui l'emporte, et pas l'appartenance sociale. D'où, vous voyez, l'importance à quel point le sport s'inscrit dans un projet qui est celui de nos sociétés démocratiques, et à quel point il les reflète. Et je pense qu'il les reflète d'une façon telle que, précisément, il devient un lieu passionnant et un lieu passionné. Un lieu passionnant et passionné. J'aimerais quand même qu'on redise, enfin que vous me redisiez, s'il vous plaît, la date d'arrivée des femmes dans les JO. Parce qu'aujourd'hui, cela paraît tout à fait normal, mais c'est assez récent. Vous avez absolument raison. Alors voilà une autre question, et qui est une question complexe. Parce que reprenons l'exemple de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin est quelqu'un qui considère que le sport est démocratique, et en même temps c'est quelqu'un qui refuse absolument la participation des femmes, en disant plusieurs choses, en disant les femmes n'ont pas à apparaître comme souffrantes sur le terrain, les femmes n'ont pas à se livrer à du spectacle, elles renvoient à une situation privée, etc. Ce qui évidemment n'a rien à voir avec les repères d'aujourd'hui. Et ces repères d'aujourd'hui sont très intéressants parce qu'ils se sont lentement construits. La démocratie, à la fois, elle a concerné les compétiteurs, et la démocratie, lentement, elle a concerné l'intégration des femmes. C'est devenu très lentement. Par exemple, si vous prenez le cas de l'athlétisme, c'est seulement en 1928 à Amsterdam, que les femmes ont pu concourir sur des épreuves athlétiques. Donc cette intégration de la présence féminine, qui pour nous apparaît totalement évidente, je dirais même indispensable,
Elle s'est faite très lentement. Et elle s'est faite lentement et elle est intéressante. Quand vous prenez les chiffres, vous voyez que les participations féminines ont des importantes différentes selon les époques, mais qu'aujourd'hui, le nombre de femmes participant au JO et le nombre d'hommes participant au JO est équivalent. Immense conquête. Immense conquête. Alors faire société, faire nation, ça aussi c'est un élément très important des Jeux Olympiques. Évidemment, toutes les nations du monde entier auront les yeux rivés, je l'espère, sur Paris dans quelques semaines. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir porter un drapeau, faire nation. Alors vous avez tout à fait raison, et en même temps c'est compliqué. Vous voyez à quel point c'est compliqué. Pourquoi? Parce que lorsque Pierre de Coubertin invente des JO, enfin c'est pas le seul à les avoir inventés, mais allons vite et considérons qu'il les a inventés. Lorsqu'il invente des JO, la nation n'est pas au premier plan, c'est l'athlète qui est au premier plan. Mais insensiblement, il est rattrapé par le problème de l'importance donnée à la nation et tout simplement l'importance donnée à ce qu'on pourrait appeler le nationalisme. Et quand vous constatez aujourd'hui la manière dont le gain des médailles est interrogé, vous voyez bien ce gain n'est pas interrogé à partir des individus, mais il est interrogé à partir des nations. Pour prendre un exemple très simple, le grand défi que se pose la France aujourd'hui, c'est de figurer parmi les 5 nations ayant le plus de médailles possible. Or, autant cette attente est intéressante, autant cette attente, me semble-t-il, est complexe. Parce qu'elle renvoie à un nationalisme et elle renvoie peut-être à des ferveurs qui ne sont pas aussi, comment vous dire, authentiques et au fond naïves qu'on le pense. Elle peut renvoyer à des combats, elle peut renvoyer à des tensions. Les Jeux de 1936 sont par exemple un exemple totalement caricatural dans la manière dont les nations ont été favorisées, la façon dont les sociétés totalitaires tentent d'obtenir le maximum de détails, de médailles, n'est pas aussi transparent et simple qu'on peut le penser. Il y a des sous-entendus, il y a des attentes, il y a des tromperies, il y a des biais. Donc les Jeux Olympiques sont quand même confrontés à des défis qui sont extrêmement nombreux, à la fois le financement des JO, mais aussi le risque du nationalisme. Et oui, et surtout en ce moment. Merci beaucoup, Georges Vigarello. C'était absolument passionnant de pouvoir échanger avec vous et de parler justement de l'arrivée de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. On marque une courte pause dans le Grand JT et on se retrouve tout de suite. Ils œuvrent aux 4 coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes de l'éducation. Qui sont ces entrepreneurs, ces collectivités et ces citoyens qui inventent et imaginent l'école de demain? On part à leur rencontre tous les jours et on les met à l'honneur dans l'école du futur du lundi au vendredi avec une bande de chroniqueuses et de chroniqueurs qui ont toutes et tous une idée derrière la tech. Et puis cette année aussi, je vais vous emmener faire un tour de France de ces initiatives positives et novatrices. Vous allez voir, inspiration garantie. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Ida. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Ida. Merci. Vous êtes illustratrice du roman graphique Kamalari, l'histoire vraie d'Urmila, ancienne enfant esclave. C'est paru chez Michel Lafon. Ce roman graphique, cet album, on l'appelle un peu comme on veut, ce livre, cette expérience, cette vie racontée, illustrée divinement, vous allez le découvrir évidemment ensemble, mais ce sont des textes et des dessins sublissimes, à la fois poétiques, poignants, une histoire très forte, celle de la vie, donc on l'a dit, de cet enfant esclave, Urmila Chaudhary. Racontez-moi son histoire. À quel moment Alors en fait, l'histoire déjà c'est Nicolas, donc Antona qui est scénariste de Kamalari, qui a vu un reportage sur Urmila, qui était très touché par la jeune fille avant le reste, qui s'est renseignée ensuite sur les Kamalari, qui s'est rapproché de plan international. Et donc il a écrit cette histoire-là. Et par le biais de rencontres, donc il a trouvé mon travail. C'est vrai que j'ai tendance à travailler beaucoup sur des sujets de liberté, de féminisme, etc. Et donc, il m'a proposé l'histoire de Kamalari. Et donc, les Kamalari, puisque c'est le nom qu'on donne aux enfants esclaves au Népal, ce sont des petites filles vraiment très jeunes qui vont aller de 4-5 ans
À 9, 8, après, elles commencent à avoir un peu trop de caractère, ils n'aiment pas trop, vont être vendues, contraintes ou forcées. Il y a des marchés où on vend les enfants, en fait, au Népal. Et elle va être vendue comme esclave domestique. Comme esclave domestique. Comme esclave domestique, le terme est assez large, esclave domestique. On peut tout imaginer par le biais de terme esclave. En fait, l'histoire d'Urmila, c'est une chose. Donc elle, c'est la figure de proue. C'est pour ça que Nicolas l'a choisie. Mais à côté, il y a vraiment d'autres histoires. Toutes les Camalaries ont des vies différentes. Et donc, on a essayé de d'intégrer d'autres Camalaries avec elle pour être un petit peu plus large, en fait. Mais c'est vraiment des histoires assez tragiques, effectivement. Des histoires absolument tragiques. Comment elles imaginer? ne parlent à personne, elles n'ont pas de vie, on leur promet l'école, finalement elles n'y vont pas, elles n'ont pas le droit à l'éducation, elles n'ont pas... Oui, c'est très important justement ce pan, et notamment, vous l'imaginez sur School TV, ce sont des jeunes filles qui effectivement sont totalement privées d'éducation, où les femmes, alors elles sont complices peut-être de force, mais où les femmes aussi participent, les mamans, à ce système. Oui, oui, c'est sûr que beaucoup de femmes... participent aussi au fait que d'autres femmes ne s'émancipent pas. Ça, c'est une évidence. C'est ce que beaucoup de lecteurs m'ont dit. Mais comment se fait c'est une femme qui l'empêche de sortir, qui est pourtant une femme éduquée. Mais oui, les femmes qui sont contraintes elles-mêmes et qui, de génération en génération, se transmettent ces contraintes-là et ces forçages. À 6 ans, elle est vendue à un homme pour payer notamment les médicaments pour son père qui est malade. Sa famille n'a pas assez d'argent pour payer. Et c'est comme ça, finalement, qu'on lui, j'allais dire, vend l'idée qu'elle sera vendue. On lui dit, finalement, il faut absolument que tu nous aides, il faut que tu rapportes de l'argent. Alors, c'est assez romancé. Donc, du coup, on n'a pas forcément les détails exacts, mais effectivement, c'est dans l'histoire, c'est ça. La famille a un problème financier, donc le propriétaire terrien va lui proposer de l'argent en échange des services de sa fille, mais tout en lui promettant qu'elle ira à l'école. Et c'est absolument pas ce qui s'est passé. Donc derrière, effectivement, elle, ce qu'elle veut, c'est aller à l'école. Elle est limite pas enchantée de partir, mais elle compense en se disant qu'elle va aller à l'école. Et elle n'ira jamais. Elle va y aller plus tard, puisqu'aujourd'hui, Urmila passe des diplômes, est éduquée, milite pour que les autres Camalaries puissent aller à l'école. Dans une société comme la nôtre, société française européenne, j'allais dire dans le terme plus large, ou peut-être même occidentale, beaucoup d'enfants traînent des pieds pour aller à l'école. Quand on sait à quel point c'est essentiel, notamment aux Philippines ou dans beaucoup d'autres pays, en Afrique et ailleurs, où les enfants parcourent des dizaines ou centaines de kilomètres pour pouvoir justement s'éduquer. On voit cette jeune fille qui rêve d'une seule chose, c'est de savoir lire. Oui. Savoir lire, pouvoir défendre les autres. Et aujourd'hui, elle y arrive. Elle y arrive, oui. Ses droits fondamentaux aussi, comment va-t-elle faire pour s'affranchir de sa condition? Alors en fait... Je ne peux pas tout dévoiler, donc oui, c'est ça. Voilà. Et on a romancé un peu. Donc du coup, voilà, ce qui s'est passé, comment Urmila se libère dans le livre et comment Urmila se libère dans la vie, c'est pas tout à fait la même chose. Pour les besoins de l'histoire, c'était important qu'elle se libère elle-même. Mais voilà, elle sort de cette famille où en fait, ce qui est important de savoir, c'est que les Camalaries, c'est interdit depuis 2016, en fait. Mais que malgré tout, il y a encore une enfant par heure qui est vendue. Et donc, elle sort de là, elle va avec Plan International avoir un parrain qui va l'aider à s'éduquer, qui va financer tout ça, et elle va faire en sorte... pendant qu'elle est en train de s'émanciper, pendant qu'elle est en train de se cultiver, etc., d'empêcher les ventes d'autres enfants, d'obliger certaines à sortir de là, pour que... Donc, elles vont monter des maisons où on va les recevoir pour qu'elles apprennent à lire. Donc, il y a des enfants toutes jeunes, à côté d'adultes, et qui sont dans les mêmes classes pour apprendre les mêmes choses. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a pu voir sur tout ce qu'on a pu faire comme recherche. Et donc, elle va s'émanciper par là. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'elle a passé ses diplômes récemment.
Ces diplômes récemment. Évidemment, c'est devenu un combat pour elle. Mais on la voit à travers ces images. Encore une fois, je vous laisserai le soin de lire ce roman graphique qui est absolument remarquable, sublime. Il ne faut pas avoir peur d'ailleurs du sujet. C'est difficile par moments de pouvoir parler... Non, mais c'est important de le préciser. C'est difficile de pouvoir parler de sujets essentiels comme celui-ci parce qu'on ne peut pas encore imaginer en France que des enfants soient vendus, qu'il y ait encore des marchés aux esclaves. Et pourtant, beaucoup de pays sont encore dans cette société-là, cette idée-là. En France aussi, il y a des jeunes filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école. Et voilà. Et il y a Je donne des cours et j'ai parfois eu des jeunes filles ou des fratries où on voyait très bien que la jeune fille n'allait pas à l'école, mais que les garçons y allaient. Et comment vous avez fait justement pour aborder à la fois ce thème des Kamalaris, mais pour parler au sens plus large? Parce que là, effectivement, on se concentre sur le Népal, mais c'est un sens plus large, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est aussi ici en France ou ailleurs, cette idée qu'il faut toujours priver quelque part les jeunes filles d'éducation. C'est vrai que moi, pour le coup, c'est bien, on dessine sur les Kamalaris, on essaye d'avoir des contacts avec Urmila, ne serait-ce que pour lui envoyer le livre, etc. Mais... après, c'est plan international, ce qui va faire en sorte que là-bas, ça les aide, que ce livre existe. Moi, quand je vais faire des interventions dans les collèges, dans les lycées, je vais ramener ça au plus proche d'eux parce que quelque part, c'est un peu loin, le Népal, et ils n'ont un peu rien à faire. Limite, il y en a, ils sont contents, ils aimeraient bien pas aller à l'école. Et donc, c'est de ramener ça à eux sur la différence entre les droits des jeunes filles et les droits des jeunes garçons, le fait d'avoir de la chance. C'est une liberté de pouvoir lire, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir... Enfin, on n'a pas beaucoup de choix quand on n'est pas très éduqué. Donc j'essaye, moi, derrière, de ramener ça dans les interventions scolaires que je peux faire derrière. L'éducation. Après, c'est vrai que le sujet aurait pu être traité graphiquement très différemment. Nicolas est très dans l'ambiance. Voilà. Il y a beaucoup de pages muettes où... c'est surtout du huis clos, quoi. Elle voit personne, elle parle à personne, elle fait les mêmes choses toute la journée. C'est le non-dit aussi, c'est le côté, ce que vivent probablement ces enfants-là. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas échanger. Non, il y a des scènes où elle est dans la pièce, tout le monde parle et c'est un meuble. Et du coup, voilà, c'est d'essayer d'amener de la douceur quand même dans l'histoire pour pas ramener de la... Le graphisme, en fait, est assez doux pour pouvoir lire l'histoire sans sortir de là complètement déprimé. Quand vous parlez de graphisme assez doux, vous avez volontairement choisi des tons sépia. Pourquoi ? Alors, c'est ma toute première BD. Avant, je faisais des livres pédagogiques ou des albums jeunesse. Et du coup, j'ai moi-même passé des diplômes en même temps que j'ai fait cette BD-là. Et je me suis dit, pour une toute première, on va essayer d'être... plutôt simple et de rester sur une seule couleur. Donc, comme en fait, on commence à l'UNESCO, elle raconte son histoire et qu'on finira à l'UNESCO. Tout ça, c'est un souvenir, en fait. C'est un discours illustré, finalement, Kamalari. Et donc, je me suis dit que le sépia, voilà, c'était assez doux et que, voilà, ça me paraissait être une évidence. Échanger, rencontrer, signer aussi ce roman graphique. Vous le proposez ce week-end, vous serez à Paris ? Oui, c'est ça, dans le 17e, à Bulle de Salon, samedi après-midi. Samedi après-midi, voilà, vous pouvez rencontrer donc Ida, illustratrice, aux côtés de Nicolas Antonin, de Kamalari, l'histoire vraie d'Urmila, ancienne enfant esclave. C'est paru chez Michel Lafon. Je vous recommande absolument ce roman graphique. Et puis, pour pouvoir peut-être échanger, si vous aurez le temps, en fonction du nombre de signatures, mais en tout cas avec Ida, voilà, sur ce sujet qui est si important, qui est bien entendu l'esclavagisme de manière générale, mais aussi l'éducation de nos enfants, qui est primordiale. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir reçu. On va tout de suite retrouver Emma Ferré pour sa chronique. Emma, cette semaine, vous avez voulu nous parler de la figure mise en avant sur les réseaux sociaux, alors sur l'entre-deux-tours surtout. La star, cette semaine, c'est Marine, mais pas celle que l'on croit. Et non, cette fois, c'est pas Marine Le Pen, c'est Marine Tondelier, la chef de file des Verts, est apparue comme la révélation de ces législatives. Une figure restée loin des coups de com' qui pouvaient glacer chez d'autres partis. Elle était notamment très émue et très énervée lundi matin au lendemain de l'annonce des résultats. Et c'était après l'interview de Bruno Le Maire qui se positionne contre le désistement des candidats du centre arrivés en 3e position dans certaines circonscriptions. Un résultat qui ferait que, sans désistement, ça pourrait ne pas permettre de contrer le Rassemblement national. Alors, une séquence dans la matinale de France Inter qui a beaucoup tourné. On l'écoute. Écoutez, moi, je vais réagir à ce que vient de dire Bruno Le Maire parce que je suis, atterrée et 2, extrêmement en colère. On vous sent très ému. Très émue, parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement national.
Et ce que vient de faire Bruno Le Maire, c'est un comportement de lâche et de privilégié. De privilégié. C'est hors sol, c'est lunaire et c'est pas à la hauteur de l'histoire. Est-ce que le Rassemblement national a la possibilité d'être en majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est oui. Oui. Est-ce que la France insoumise a la capacité d'être à la majorité absolue à l'Assemblée nationale? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont la capacité d'avoir un Premier ministre? La réponse est non. Donc ils se trompent de problème. Ils se trompent de problème. Et je vais vous dire, heureusement que les électeurs de gauche et écologistes sont moins sectaires et moins lâches que ça. Alors celle qui ne se montre jamais sans son blazer vert a su toucher les électeurs de gauche, mais pas que. Sur le réseau social X, un compte s'est même créé, la veste verte de Marine Tondelier. Donc c'est absurde, assez drôle. C'est même devenu un gimmick, la candidate répondant aux internautes avec des questions sur son outfit carrément. Et la représentante des Verts a une résonance féministe et médiatique depuis quelques jours. Oui, parce qu'en fait, tout a commencé lundi, alors que devait s'organiser le débat d'entre-deux tours. Gabriel Attal pour la majorité, Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Et cette fois-ci, c'était au tour de la patronne des Verts d'y aller, puisqu'Olivier Faure et Manuel Bompard avaient eu déjà l'occasion de débattre pour prendre les trois figures des partis du nouveau Front populaire. Mais alors Jordan Bardella en a tout simplement décidé autrement. Il a refusé de se confronter à Marine Tondelier. On l'écoute, elle l'explique à Libération. Acceptez-vous qu'une fois dans toute la campagne, vous débattiez avec une femme? Il répond non. Bardella semble refuser de débattre avec vous. Pourquoi? Semble refuser, vous êtes sympa, parce que moi j'ai trouvé ça très officiel. Oui. Ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas que Gabriel Attal voit un problème à ça. Très sincèrement. Et il est manifeste que Jordan Bardella n'a pas envie. Alors, il y a plusieurs explications possibles. Je pense ces gens ont quand même un problème avec l'altérité et l'adversité. Des gens qui restent dans des situations assez confortables, en fait, d'entre-soi, ne prennent pas de risques, jamais. Sûrement que je connais aussi leur méthode, puisque je vis dans une ville d'extrême droite depuis 10 ans et qu'il n'a pas forcément envie de se confronter à ça. Est-ce que je pourrais raconter? Est-ce que je pourrais lui poser comme question sur le sujet? Je pense qu'ils ont un problème avec l'écologie, parce que ce n'est pas juste l'inaction climatique du gouvernement, c'est le climato-scepticisme, donc on est quand même une étape d'après. Et puis, très manifestement, ils ont un problème avec les femmes. Ça n'a posé de problème à personne que jusqu'à présent, l'intégralité des débats des législatives ne se passe qu'entre hommes. Et branle-bas de combat sur les réseaux sociaux pour interpeller le candidat RN, mais aussi les médias. Alors Jordan Bardella aurait-il peur d'une femme? Le problème, c'est que ce grand débat qui devait avoir lieu sur BFM TV a été annulé suite à ça. Et oui, débat annulé par le patron de BFM et second tollé. Bardella a donc eu trop peur d'une femme. Sous la pression et la mobilisation des réseaux sociaux, la direction de la chaîne a fini par maintenir l'émission. Hier soir, on en parlait, mais sans confrontation, les candidats se relayant devant les intervieweurs. Et Gabriel Attal, le premier, a déploré l'absence de débat et mis en cause le candidat du Rassemblement national pour ça. Alors si la séquence médiatique d'hier soir est questionnable autant sur la forme que sur le fond, la preuve en est que les réseaux sociaux pèsent définitivement dans la balance pour cette campagne, même auprès des rédactions. Merci beaucoup, Emma. Tout de suite, sans transition, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, son invitée est la scénariste Vanessa Ferry. Et puis, à un moment, donc, tu te lances, tu passes... comment ça c'est vécu d'être une jeune comédienne qui se lance? Comment c'est vécu? Parce qu'il y a l'improvisation et puis il y a le moment où il faut... il y a le moment où il faut y aller. C'est à moi, les murs, la terre m'abandonne, parce que c'est flippant, quand même, on saute dans le vide. Donc, je crois qu'il ne faut pas réfléchir, en fait. T'arrives à Paris, t'as quel âge? 27 ans. Ouais, t'es jeune. Ouais. Et comment ça se passe, l'arrivée L'arrivée, elle a été épique parce que je vivais entre Lyon et Paris. J'avais pas d'appart à Paris. Je squattais chez des potes. D'ailleurs, je les remercie. Et puis j'ai... Tu squattais chez les gens? Ouais, j'ai squatté. Ouais, je squattais. C'était très drôle. Au bout de combien de temps t'arrives à avoir ton appart? 1 an. Ça va. Ouais, ça va. Un an de squat, ça doit être fatigant. Mais j'ai squatté chez des gens très bien. J'ai squatté chez Philippe Cavrivière, chez Stéphane Joly. Si, l'équipe de Canteloup. C'était... Mais t'autorisais à squatter combien de temps? Je venais, ça dépendait. Comme il disait, on l'a en garde partagée. Donc je faisais une semaine chez l'un, une semaine... Parce qu'en fait, je retournais à Lyon entre-temps. Mais ils sont cool quand même. Ouais, ils étaient très cool. Mais tu leur parles encore aujourd'hui? Bien sûr, ouais. C'est génial, parce que moi, une semaine, ok, 2 semaines après... mais ils m'ont aidé, ils m'ont beaucoup aidé. Ouais, ils me soutenaient à fond. Tu prenais pas de place? Non, je me mettais dans un petit coin. Mais tu bavardais quand même? Bien sûr.
Donc ça prend quand même de l'espace. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est au bout de combien de temps, du coup, que Coé te repère? Coé, en fait, les 3 premiers mois de programmation au Blanc Manteau, c'est moi qui me produis toute seule. Et au bout de 3 mois, il a dit « Ok, je te produis, on y va ». Et il m'a fait la surprise. Et là, ça cartonne? Et là, ça cartonne. On a fait 1 an et demi complet au Blanc Manteau, 3 fois par semaine. Et puis, après, tu bosses avec... J'ai enchaîné beaucoup de pièces, ouais. C'est là où tu avais déjà travaillé avec Ali, là? Oui, bah c'est là. Non, j'avais pas encore travaillé avec Ali, on se connaissait. J'ai enchaîné les pièces, j'ai fait 10 ans de mariage, j'ai fait Abracadabrunch, Famille Recomposée. T'as bossé avec Laurent Baffy aussi? Oui, sur Toc Toc, ouais. J'ai joué Toc Toc avec son fils Benjamin et Georges Belair, c'était formidable. On a passé 1 an génial, une équipe de fous. Ta vie, c'est des rencontres, en fait. Ton école, à toi, c'est celle des rencontres. Oui, je crois. Ouais, c'est ça. C'est les rencontres que j'ai faites qui ont amené au final, à chaque fois, voilà, des projets. Tu fonctionnes encore comme ça aujourd'hui? Oui, exactement. Ouais. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Vanessa Ferry, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Là où je pense qu'il faudrait mettre des moyens, c'est incontestablement sur la surveillance. Les établissements scolaires ne sont pas suffisamment surveillés. Les cours de récréation sont... On met 200 à 300 élèves en collège dans la cour avec un surveillant, peut-être 2, qui ne peuvent pas avoir les yeux partout. Donc très clairement, je pense qu'il faut à la fois augmenter les moyens en surveillance et aussi... j'allais dire, revaloriser ces tâches de surveillance. Je rappelle dans le livre que... Sur les tâches éducatives. Voilà, que les maîtres d'internat et surveillants d'externat étaient une création du Front populaire. Et MISE, c'était une création du Front populaire. C'était social, mais c'était aussi, ça avait vocation à être une sorte de préparation au métier d'enseignant. J'ai moi-même été surveillant en début de carrière. Je trouve que c'est extrêmement formateur. Le pionica, disait-on à l'époque, comme on parle de... Et donc ça, un bout de sacerdoce, un éphémère ministre, en 2004, je crois, il y a 20 ans, a supprimé ces maîtres d'internat et surveillants d'externat pour les remplacer, pour les remplacer par un personnel beaucoup moins bien rémunérés et n'ayant pas vocation à devenir enseignants. Alors Yann, les stages de découverte obligatoires, c'est une première porte d'entrée dans le monde de l'entreprise. Mais vous avez fait le constat récemment que déjà là, au moment de ces stages, de grandes inégalités apparaissent, notamment vis-à-vis des jeunes filles qui veulent se diriger vers des filières techniques. Vous avez donc créé ce stage de seconde que vous appelez un stage multi-entreprise. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Alors avec plaisir, vous savez, je représente une fondation interentreprise qui s'appelle la FIPA. Et cette fondation, en fait, elle a vocation à innover. Donc, d'où le mot innovation pour les apprentissages. L'innovation que nous avons développée dans le cadre du stage de seconde, c'est celle que vous évoquez. C'est celle de faire découvrir, en fait, les opportunités dans les métiers dits techniques pour des femmes. Et en réalité, on a appelé cette innovation 10 stages en 1 seconde. Parce que... il y a 10 jours de stage et on s'est dit pourquoi pas justement en 10 jours essayer de permettre à plusieurs d'entreprises de présenter leurs opportunités et on était vraiment ciblé sur les filières dites techniques mais également sur une population bien précise parce qu'on s'est dit qu'il faut faire découvrir ça à des lycéennes et à des jeunes femmes uniquement. Alors pourquoi ? Parce que les entreprises que je représente, qui ont pour certaines finalement, qui œuvrent dans les milieux industriels, mais pas uniquement, elles ont fait ce constat et le partagent. Il y a de grandes opportunités et de grandes carrières à faire. Ça, c'est quand même important à souligner. Par la voie, en fait, des études en alternance. L'apprentissage, c'est ce que nous représentons avec ces entreprises, dans les filières techniques. Et idéalement, en fait, sur la possibilité d'évoluer vers un métier d'ingénieur. Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, ce n'est pas forcément une voie que les femmes plébiscitent. Non. Parce que, probablement, vous l'avez dit, elles se disent que ce n'est pas une voie où on les attend, mais elles n'ont peut-être pas suffisamment d'informations. Et il y a eu la semaine du développement durable aussi. Alors oui... la semaine du développement durable. Donc, il faut savoir que dans le Var, je vous l'ai dit, département boisé, mais on a beaucoup d'espaces naturels sensibles. Et donc, dans le cadre des collèges, ils ont des déplacements. Donc, au niveau pédagogique, tous les déplacements qui sont vers nos structures départementales sont pris
des expositions, des choses qui sont prévues. Et puis, alors moi, je tiens particulièrement à une structure qui s'appelle l'espace du plan de la Garde. Si vous voulez, vous voyez Toulon. Donc Toulon, c'est quand même une métropole, c'est assez habité. Vous imaginez comme un Central Park, en fait. Alors, à la mode du Sud, hein, ou je sais pas, un peu les Everglades, quoi, vous voyez, sans les crocos. Ah oui, sans les crocos. Sans les crocos. Avec des oiseaux, avec une faune et une flore sur plus de 100 hectares, en plein centre-ville, en fait. Enfin, c'est à côté de Toulon, mais c'est vraiment dans une zone habitée. Voilà. Et ça permet, en plus, vous savez qu'on a des problèmes d'inondation, ça permet de faire un bassin naturel. Donc ça, c'est un gros projet. Et il y a énormément de visites des jeunes. Il y a tout un aspect pédagogique avec, évidemment, la découverte de la faune, la flore, etc. L'autorité, dites-vous, elle a aussi besoin d'une forme de décorum. Donc vous renvoyez aussi les enseignantes et les enseignants à un morceau de leur responsabilité en disant, vous l'incarnez d'ailleurs sur ce plateau, il faut une certaine tenue, il faut soigner ses apparences, il faut, voilà, si on veut incarner l'autorité, voilà, en gros, il ne faut pas arriver en basket jogging devant ses élèves. Sauf peut-être pour le prof de PS. Mais je crois qu'il faut une tenue correcte exigée pour tout le monde. C'est ça. Bien sûr, pour les élèves, c'est pas la peine de partir dans des débats sur le crop top. Hop. Ah oui, non. L'uniforme qui n'est pas dans la tradition française et qui de toute façon ne changerait rien. Je pense qu'il serait beaucoup mieux d'adopter ce qu'on fait dans les lycées professionnels, par exemple, c'est-à-dire une tenue de travail, une tenue professionnelle. Et donc, par exemple, dans un établissement tertiaire, eh bien, les élèves viennent avec une tenue adéquate. Pareil pour les professionnels. Enfin, bien sûr que cette autorité, elle s'incarne à travers une tenue, ça ne fait pas de doute. L'association Elle Bouge, que vous connaissez peut-être, qui promeut aussi les métiers techniques et scientifiques auprès des jeunes filles, a lancé un sondage, ça s'appelle Elle Bouge en sciences, et cette association a posé une question à ses participants. Qu'est-ce qu'une femme en sciences? Ce à quoi j'ai retenu une réponse qui m'a beaucoup touchée, je vous la cite. Une femme en sciences, c'est une opportunité pour le monde. C'est la même chose qu'un homme en sciences, à quelque chose près qu'elle relèvera encore plus de défis au quotidien que lui en raison de son genre. Est-ce qu'il est là aussi, Yann Bouvier, le combat, une fois qu'elles sont en poste, rendre ces métiers et les tâches des femmes égaux, autant que possible, on le souhaite, à celui des hommes? Alors, je ne vais pas répondre directement à votre question sous cet angle-là. Dans le programme que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Ingénieuse, le choix que nous avons fait, c'est de considérer qu'on proposait cette option à des femmes. Et qu'elles étaient finalement... dans leur incarnation de femme, qu'elles allaient apporter quelque chose de différent, qu'elles allaient avoir probablement une approche de la filière ou du cursus ingénieur différent des hommes, et que ça c'était une excellente chose. Qu'il n'y avait pas finalement cette forme de rivalité ou cette forme de vous parler d'égalité, probablement, mais en même temps ce qu'on veut c'est qu'elles viennent en tant que femmes. Et qu'elles apportent avec leurs différences. Exactement. Et c'est ça qu'on veut montrer. Et c'est ce qu'on remarque d'ailleurs aujourd'hui. Parce que quand on a lancé ce programme il y a 3 ans, on a fait s'intégrer ces alternantes, ces futures alternantes, dans des collectifs où il n'y avait pas eu de femmes. Donc ça veut dire qu'on a révolutionné des collectifs qui, du jour au lendemain, en fait, se trouvaient avec une femme, en plus alternante, qui était en formation. Et ça change tout de suite la physionomie d'une équipe. Qu'en est-il? Parce que le temps file forcément de la restauration scolaire. On sait que pour bon nombre de départements, c'est un point très important. Quelle est votre stratégie et quelles ont été vos réussites, si je puis dire? Alors nous, ça fait maintenant, je dirais 15 ans qu'on a mis ça en place, c'est-à-dire... on garde, et ça c'est vraiment une volonté politique de garder toute la cuisine sur place, comme une cuisine fait maison. L'idée aussi, c'est de relancer au maximum les circuits de proximité. Donc au-delà, vous savez, il y a la loi Egalim, mais plus que la loi Egalim, c'est un petit peu de relancer toutes les filières locales agriculture au travers, en initiant ça, au travers de nos collèges. Il était facile de trouver des producteurs qui jouent le jeu? Alors, c'est la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi, hein, mais les volumes, la saisonnalité font que il faut passer à un niveau supérieur. Donc là, on a pris la décision, en fait, de travailler avec la Chambre d'agriculture, avec les producteurs locaux,
C'est aussi un gros travail interservice au sein du département parce que justement, on travaille avec la direction des espaces naturels forestiers et agricoles. C'est la fin de cette édition, une édition entièrement féminine puisqu'à la réalisation c'est Alice Pitavi, le son Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont et Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous et on se retrouve demain. Ciao.